Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est lundi le 30 octobre 2023. J'espère que vous allez bien malgré la neige. On aura Martine Ouellette à midi avec nous pour réagir à ce mouvement de scouts qui se propage au Parti québécois. L'indépendance, c'est comme monter un sapin de Noël. C'est à ça de dire on croit au Père Noël. Fait qu'on va revenir là-dessus vers midi. Et Paul Brunet, qui représente les malades à travers le Québec, là, on parle d'une grève générale le 6 novembre. C'est parce qu'il y a des enfants, il y a les contribuables, il y a nous tous qui payons la facture, puis on peut pas dire qu'on nous informe de ces négociations là, avec le Front commun, entre le gouvernement et le Front commun. Combien on demande, combien ça va coûter, combien on offre, puis nous autres, là, on paye ça, là. On paye la note, puis on est pognés là-dedans. Personne nous informe, personne nous tient au courant, personne nous consulte, évidemment. Alors ça, il y a comme un écartement, je sais pas vous autres, là, je sais pas Steve, pas toi, là, mais moi, je suis comme, s'il faut que je paye la facture, je peux-tu savoir pourquoi, combien, à qui, puis que je vais avoir en retour? Ben, c'est un minimum, justement, là, parce que, Christy, on est tanné de payer pour tout et on n'aurait jamais rien, ou du moins, on l'a pas à la hauteur de ce qui est promis. Là. Ah ouais, quand tu arrives à l'urgence, là, il dit, ben là, on a un médecin, puis il va arriver demain matin, c'est parce que ça fait 30 ans que je paye des impôts, moi, je veux du service là. Oui. Je suis malade là. Ben, d'accord. Steve Waterhouse, que vous venez d'entendre, ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale et expert en cybersécurité. Steve, bonjour, bienvenue officiellement. Et Paul Laurier, qui est président et fondateur de Vigitech. Paul, bonjour aussi. Fait que vous êtes bonjour, Benoît. Vous êtes sortis ensemble, quoi, en fin de semaine, vous autres, là? Oui, en grande même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti, oui. C'était le Forum international de la cybersécurité. Ça a eu lieu, en fait, en fin de semaine, le 25-26 octobre au Palais des Congrès de Montréal. Paul, puisque tu es chez vous, en virtuel, en pantoufles, en gogoune. C'était quoi, ça, ce forum international-là? C'était quoi la prémisse? Correction, ici, il y a 3 à 4 cm de neige et elle est au sol, fait que c'est encore plus déprimant, mais... Excuse-moi. C'était quoi déjà la question? Est-ce qu'il y a de l'air de... C'est quoi le forum? Le forum, essaie de suivre là, la conversation. J'ai pas 3 heures à t'accorder parce que tu portes pas attention. Excuse-moi. Tu sais, pas que t'appelles puis va pelleter, tu m'en parleras après. Le Forum international de la cybersécurité au Palais des Congrès de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé là? Paul? En fait, c'est le deuxième événement. Moi, c'est la première année où on m'a invité à prendre la parole. Puis c'est un truc qui a été organisé par par des Français qui sont venus l'année passée, qui était une première. Puis là, ben, dans le fond, cette année, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment une concentration de tout ce qui est cybersécurité, cyberenquête, recrutement de talent. Il y a plein de petits forums, il y a plein de petites conférences qui se tiennent simultanément. Et je dois avouer que c'est assez agréable, c'est bien réussi. Puis ce qui est le fun, c'est que tu rencontres formellement et informellement des acteurs du milieu. Puis, à ma grande surprise, on a eu un ministre qui était là avec toute le banc de poissons la première journée, mais la deuxième journée, il y avait aussi des discussions bilatérales avec plein de partenaires. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dans le fond, au-delà d'annonces, puis on peut dire ce qu'on veut sur le ministère de la cybersécurité, il y avait quand même des échanges, il y a quand même du monde qui se parle, il y a quand même des entreprises et le secteur public qui se parlent. Puis il n'y a pas de secret, hein, le public, on le voit, on paye, on paye pour tout et rien, puis on n'a pas de service, mais il est temps d'impliquer des gens qui sont, un, connaissants, deux, qui ont les mains à la pâte. Puis ça prend un partenariat, là, c'est pas juste le privé, c'est des gros méchants. Puis le public, il y a un mix à faire, il y a une convergence, comme diraient les intellectuels, mais il faut vraiment que les s'unissent parce que c'est un problème. La cybersécurité, c'est un problème. Steve Waterhouse, le gouvernement a bien beau parler au privé, mais est-ce que le gouvernement est prêt à changer sa façon de faire quand il à la rencontre du privé qui est à une autre vitesse, je pense?
Une autre vitesse, et les connaissances aussi sont déjà avancées. Donc, il faut que, oui, l'intention politique veut faire, comme Paul a dit, les liens, établir les ponts avec l'entreprise privée, les inviter à la table, que tout le monde travaille ensemble. C'est ça l'intention. Mais aussi, à l'intérieur, il faut que les gens soient prêts à aller chercher aussi cette collaboration-là. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour être capable d'apporter le meilleur pour l'appareil public et en même temps pour que le service soit des meilleurs qui soient livrés aux citoyens. OK, mais concrètement, là, Steve, avez-vous des exemples là, à donner, là, des rencontres, des sujets abordés, puis des choses qui peuvent peut-être changer à court terme? Bien, j'animais le panel sur les infrastructures essentielles avec un représentant du Bureau de la cybersécurité à la Maison-Blanche et un sous-ministre senior à la Sécurité publique Canada. Et là-dessus, c'était encore une fois de mettre en évidence, d'un côté comme de l'autre, donc autant chez les voisins américains que nous au Canada, qu'ici au Québec, qu'en Europe, on vit les mêmes problématiques. Donc ça, c'est un constat. Lesquelles? Les problématiques que présentement, on accuse un retard sérieux sur la mise en application de moyens de défense et de prévention dans les infrastructures essentielles. Je te donne quelque chose de concret. Les municipalités, c'est quand même un peu le dernier maillon si on regarde de haut vers le bas, mais c'est le gouvernement qui est le plus près de la population. Donc, on reçoit l'eau potable, on a reçu la gestion des vidanges, etc. Alors, si la cybersécurité n'est pas bien implantée au niveau municipal, bien déjà là, c'est le citoyen de proximité qui en écope avant tout, avant les deux autres paliers, fédéral et provincial. Fait que donc, ça n'est un aspect que tout le monde est d'accord. Il faut qu'on mette les efforts, mais les efforts aussi, faut les mettre que ça soit raisonnablement atteignable dans un court avenir, parce que c'est pas un projet qu'on doit faire sur 5 ans. On doit le faire sur 5 semaines, là, je donne un exemple rapide, là, pour que tout le monde, à ce moment-là, se sente adéquatement protégé, parce qu'il ne faut pas oublier une affaire. Il y a beaucoup d'informations très personnelles que les municipalités ont que les autres paliers n'ont même pas. Paul Laurier, à part les municipalités, là, je lisais, les PME n'ont pas les moyens nécessairement d'engager des experts en cybersécurité. Est-ce que c'est un discours, est-ce que c'est un dialogue qui se fait entre des multinationales alors que tout le monde est à risque? Il faut en parler, puis je te dirais que il y avait une étude la semaine passée, une PME sur 10 va traverser le 10 ans. Je pense que c'est 2 sur 10 qui vont avoir 5 ans. Puis là, c'est sûr que la cybersécurité, c'est un coût, mais c'est aussi une culture, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi d'apprendre à bien faire les choses. Il y a une loi qui a été mise sur la protection des renseignements personnels. Il faut que les gestionnaires soient au courant. Puis la sécurité, qui dit sécurité dit coût, c'est pas un investissement à long terme. Nous, on va vous dire que ça l'est un investissement parce que c'est mieux de payer quelqu'un qui va te faire un diagnostic sur ta sécurité informatique que payer des avocats de 100$ de l'heure. Après ça, pour être en poursuite puis faire faillite. Ou pire que ça, c'est des risques réputationnels. On l'a vu avec la Banque nationale la semaine passée. Même s'ils ont des enquêtes, ils vont, au niveau de la réputation, ils vont payer cher parce que ça reste dans les journaux. Mais effectivement, les PME, on est en retard. Puis un des problèmes que j'ai soulevé aussi, dans le vol de propriété intellectuelle, il y a un rapport public-privé qui est pas là. Mais moi, comme ancien flic, pourquoi on me donne pas l'autorité, exemple, d'être un agent de la paix, puis d'être capable d'aller travailler parce je fais plein de dossiers au civil, ça va coûter des fortunes en avocat aux entreprises. Et ça, c'est décourageant. Une fois qu'on arrive, puis on fait, moi, je dis toujours aux clients, est-ce que vous voulez être heureux ou avoir raison? Avoir raison, ça veut dire qu'on implique des avocats, puis souvent, on va trouver, au privé, on va le trouver, le bandit. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le poursuivre. On va aller chercher des outils au civil. Puis là, c'est des frais, ça tourne en rien. Puis la police ne prend pas ces cas-là. Ils n'ont pas le temps pour un paquet de raisons, pas le temps pour les effectifs, pas le budget. Par contre, nous, on est capable de déposer. Mais si les pirates là, sont en Russie ou sont en Chine, t'as bien beau avoir la police. Ils vont pas débarquer là-bas pour arrêter parce qu'ils t'ont fraudé ou ils ont fermé ta compagnie en échange de rançon. C'est une des raisons pourquoi ils opèrent à partir de pays qui ont ils n'ont pas de traité d'extradition avec la majorité des pays nord-américains ou je devrais dire de l'Europe. Fait que oui, Benoît, ils vont toujours rester eux autres en impunité, ils vont toujours rester en opération, puis ça va poursuivre le quotidien. Là. À quel point, Paul, les pirates sont toujours un pas en avant de l'industrie?
Ben, ils ont l'immunité, puis une des raisons pourquoi ils ont l'immunité, c'est qu'on les connaît pas, on les rémunère pas, on les met pas en renseignement, on les fiche pas dans des banques de renseignement. Ils sont capables de rentrer, sortir au Canada, ils sont capables de rentrer, parce que les pirates, là, ça peut être des agents d'État, ça peut être des militaires, mais ça peut être aussi des citoyens de ce monde qui, la fin de semaine, font des sorties où vont arrondir les fins de mois. Ben, ces gens-là, là, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont au Canada. Et si la police ne sait pas ce que le privé sait, mais la police ne le met pas dans ses renseignements, ben, surtout au niveau du crime financier, c'est le bordel. On voit très peu d'accusations. Excuse-moi, Paul, mais est-ce que la police est complètement débordée par la réalité de la cybersécurité? Steve? La marche est haute. Très haute, puis on va commencer à parler d'escalier. Oui, je te dirais que là, on parle d'escalier. Il y a plusieurs marches à monter, dans le fond. Donc, les services policiers là, sont débordés. Ils sont pas capables de suivre les problèmes de cybersécurité. Steve? Non, parce que, comme Paul dit, il y a toujours un paquet d'autres crimes conventionnels qu'il faut qu'ils portent attention. Des atteintes à l'envers de la personne, ça va être priorisé sur un crime qui n'est pas visible, qui n'est pas tangible, comme le vol d'informations ou la compromission de systèmes informatiques là, essentiels. Autant qu'il y a une section spéciale qui a été désignée par la GRC au niveau national, que le bureau devrait ouvrir imminemment en 2024-2025, mais qui ne sont pas prêtes, mais que... Un bureau va ouvrir? Oui. Il n'est pas déjà ouvert? Il n'est pas déjà ouvert. C'est les sections conventionnelles avec les budgets déjà autorisés qu'ils font les enquêtes, mais encore là, c'est des exceptions, mais pour donner un service national à tout le monde et qu'en même temps qu'ils deviennent la source d'information prioritaire pour tous les corps de police au Canada, sont en train de le mettre sur pied. Mais est-ce qu'on est rendu où on banalise... tu sais, tout le monde... Moi, je me suis fait frauder ma carte de crédit à un moment donné. On dirait que ça arrive à absolument tout le monde. Paul, est-ce que on est en retard sur la réalité puis on fait juste toujours soigner le bobo? Oui, ben dans le fond, la philosophie des banques et des émetteurs de cartes de crédit, t'es fraudé, on va te payer parce que le gain, il n'y a pas de gain à enquêter, c'est une dépense. Que si tu t'es fait frauder 500$, on va te rembourser. Et guess what? Les fraudeurs le savent. Et puis là, même si on a implanté les puces ici, on a diminué probablement de 50% les fraudes. Mais il y en a encore, parce qu'aux États-Unis, on n'est pas encore partout aux puces. Donc, il y a des partenaires. On est dans un milieu ici, au Canada, je vous dis, le nombre de citoyens qui sont fait frauder, qui vont porter plainte à la police, qui se font lever. Puis là, ils vont pas dire non, je peux pas. Ils vont dire, vous savez, on va mettre le dossier, puis il va y avoir une péremption. On va mettre ça 6 mois sur la tablette en bas de 5 000, puis en haut de 5 000, les banques on va enquêter, mais finalement, ça tourne à rien. Les banques vont prendre les émetteurs de cartes de crédit vont prendre la responsabilité, puis on va vous rembourser. Ce qui n'est pas le cas pour les cartes de débit. Carte de débit, on vient avec un NIP. NIP, on va responsabiliser le citoyen. Puis dans les comptes de banque, on l'a vu avec la nationale la semaine passée, comment ça fonctionne. Là, il y a du hameçonnage, il y a plusieurs techniques d'hameçonnage. Puis là, on va rentrer dans votre compte de banque. Mais encore là, il y a des responsabilités chez les gens de banque. Vous pouvez pas impunément transférer 300 000 en Chine. Je comprends pas qu'aujourd'hui encore ça se fait. Il y a des leviers qui sont pas là. Puis après ça, ça va être une discussion entre le citoyen, le gérant de banque, la sécurité. Puis il y a les gens qui parlent plus fort, qui ont des bons avocats, vont être remboursés. Puis les gens qui parlent pas, ils vont absorber la perte puis ils vont rester dans leur coin. C'est malheureusement la réalité. Faut qu'on se quitte, là. Mais chacun, Paul, ce Forum international de la cybersécurité, les gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce qu'ils doivent savoir de ce qui s'est dit principalement à ce forum? Je vous dirais que les citoyens, il y a des annonces, mais au niveau des PME, surtout les TTE, il y a une responsabilité qui vient. Il y a plein de fraudes qui arrivent, puis comme citoyen corporatif, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Puis ces vidéos-là vont être, les vidéos, là, j'ai eu un courriel tantôt, ils vont être toutes sur la chaîne YouTube pour pas la nommer. Il y a de l'information qui est là. Puis s'il y a des questions à poser, on a des courriels, on a des textos. S'informer, ça coûte rien. Mais faut pas être en arrière de la parade, faut être en avant. Puis c'est une protection. Vous avez des diamants, vous avez de la propriété intellectuelle, il faut l'assumer, il faut le protéger. Puis ça va avec la longévité de l'entreprise, là.
c'est indéniable. Steve. Ça veut dire, justement, il faut entretenir la conversation, il faut poursuivre cette éducation-là et sa sensibilisation. Si on ne le fait pas, on est dans le mois de la cybersécurité, de la prévention de la cybersécurité. Il ne faut pas en parler juste une fois par mois, il faut en parler tout au long de l'année, puis il faut se donner des moyens concrets avec lesquels il faut aérer nos problèmes. La sécurité par l'obscurité, Benoît, je dis, ça fait longtemps, il faut arrêter de faire ça. Ça veut dire, il arrive un incident de sécurité, puis on ne dira pas à personne, puis on garde ça pour nous autres. Il faut commencer, puis tout le monde le sait, là. C'est une question de temps, c'est plus une question de si. Là. Alors, si tout le monde est capable de se le partager, le problème, ça veut dire qu'on va se partager les solutions parce qu'eux autres, les cybercriminels et la criminalité en général, le font allègrement se partager les trucs du métier. Mais est-ce qu'il y en a des solutions? Il y en a certainement des solutions, puis ça commence avec une bonne cyberhygiène à se mettre en place. Si tout le monde continue de ne pas entretenir le système informatique, laisse ça aérer, ben oui, les cybercriminels, eux autres, vont être détectés éventuellement, ils les prennent, puis après ça, ils commettent des crimes avec ces appareils-là. Mais si les gens les protègent adéquatement, les entretiennent, ne vont pas nécessairement sur des sites mal recommandables, c'est là que ça va diminuer ces événements-là. Oui, mais là, l'industrie de la porno va faire faillite. Oui, il y a des moyens. Toujours se rappeler, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Voilà. Ça s'applique partout. Hein? Oui. Paul Laurier, Steve Waterhouse, merci. À la prochaine. Bonne journée. Merci, Benoît. Bonne journée.